Je vous ai manqué pendant 4 semaines. Ce soir, nous nous retrouvons pour ces nouveaux numéros, les numéros mensuels de votre émission Dynastie Entrepreneur que vous suivez sur la 94.7. Nous avons une thématique encore très intéressante ces mois-ci et avec 2 entrepreneurs que vous allez découvrir. Ce soir, je vais commencer avec un entrepreneur. Il s'appelle Blaise Chika. Il est CEO de Odyssée et Création. Je pense que je ne dis pas de bêtises, Monsieur Blaise. Bonsoir. Bonsoir, exactement, c'est ce que tu as dit. Alors, tu es le CEO d'Odyssée Création. Qu'est-ce que vous faites ? Odyssée Création, c'est une agence conseil en communication 360. Nous développons des solutions de communication adaptées à nos clients et également, étant donné que la communication prend en fait tout le volet de la plupart, en fait, entrepreneuriat numérique et digital, nous développons également des solutions digitales pour nos clients. Alors, on est allé un peu loin, fouiller dans les archives de ton parcours entrepreneurial. On a vu primer meilleur entrepreneur en 2023. Meilleur entrepreneur congolais. Meilleur jeune entrepreneur congolais. De main du président de la République. C'était un honneur pour moi. C'était lors du concours Challenge Enterprise organisé par la FEC. Et voilà. Tout ça, c'est grâce à Odyssée où il y avait une innovation, une autre initiative entrepreneuriale que tu avais mise en place. Non, c'est grâce à Odyssée Création principalement, mais les critères de sélection étaient très rigoureuses parce que c'était lié en fait à la gestion, à la formalisation de ton entreprise, à la gestion quotidienne, mais surtout aux valeurs ajoutées que tu apportes dans l'environnement entrepreneurial congolais et également l'employabilité qui entre en jeu. Donc, c'est un cocktail de toutes ces raisons qui font que j'ai été primé meilleur jeune entrepreneur. Félicitations. On se retrouve en 2025 pour cette émission. C'est le 2e numéro de l'année puisque c'est le mois de février. L'émission ne passe qu'une fois par mois. C'est pour cette raison que vous nous retrouvez qu'une fois après 4 semaines. Vous allez vous habituer. Alors aujourd'hui, nous parlons des défis de la promotion des entrepreneurs locaux. Il y a de forts et des très grands challenges que vous rencontrez, vous, entrepreneurs. Et aujourd'hui, on en parle. On commence avec toi. Et après toi, une dame également va nous partager son expérience. Alors, quels sont déjà ces défis d'emblée auxquels, personnellement, tu as fait face et tu as vu les autres faire face également? Il faut avouer que au niveau local, les défis entrepreneuriaux sont énormes. Mais quelques-uns qui reviennent le plus souvent, dont moi-même j'ai été, comme tu l'as souligné, j'ai été sujet, il y a un problème d'organisation déjà en amont par rapport à l'entrepreneur lui-même. Il y a le problème d'accès au financement. C'est vrai qu'il y a des critères qui sont élevés parce que souvent les promoteurs de ces financements doivent sécuriser également leur rapport. Les critères qui sont indiqués ne donnent pas facilement accès aux entrepreneurs, voire aux jeunes entrepreneurs locaux, d'avoir la possibilité d'accéder à ces financements. Il y a également... Mais si on parle de problème de financement, aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de structures qui naissent comme des champignons. On parle de FinJack et toutes ces structures qui viennent appuyer. Est-ce que c'est de l'utopie? Non, il faut féliciter les efforts. Il y a des efforts qui sont mis en place, qu'il faut féliciter. Mais la réalité sur le terrain est tout autre chose. C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, il y a des structures qui sont censées accompagner le jeune entrepreneurs, par exemple, dans l'accès aux facilités de financement. Bon, d'une part, il y a aussi cette réputation que certains jeunes ont créée qui ont fait que ces structures ne font plus confiance aux jeunes. Mais de l'autre côté, ces structures ne donnent pas facilement accès à ces jeunes-là ou à ces entrepreneurs d'avoir des financements. Très souvent, quand vous allez, on vous dit non, on ne sait pas vous financer à telle hauteur parce que nous sommes limités, nous n'avons pas de budget, etc. Mais où vont ces financements ?
C'est pas à moi de poser la question. Moi, je subis également ces choses. C'est un peu dur entre ce qui est dit publiquement et la réalité sur le terrain que nous, entrepreneurs, nous rencontrons. Ça représente vraiment un défi énorme. Donc, en dehors de cette question de financement, il y a aussi l'accès à l'éducation et à la formation. Beaucoup de jeunes qui entreprennent ou des entrepreneurs qui se lancent ne sont pas éduqués en totalité, et donc ils font face à des réalités auxquelles ils ne sont pas préparés. Donc, ce qui fait que très souvent, leur PME, leur entreprise reste dans l'informel. Alors, il y a aussi deux autres grandes raisons, que je vais me limiter certainement par là. Donc, il y a la complexité administrative, qui est perçue un peu trop lourde. Donc aujourd'hui, pour formaliser, oui, exactement. Pour formaliser son entreprise, quand tu vas sur les sites de guichet unique, on te dit que c'est 3 jours. Après 3 jours, si tu payes ce qui est recommandé, ce qui est demandé, après 3 jours, mais va sur le terrain, va essayer de voir si c'est... Après 3 jours, tu vas avoir tes documents. Donc, il y a tout ça. Et il y a aussi l'aspect fiscalité qui est jugé un peu lourde. Il y a tellement une réalité fiscale qui est, d'un certain point de vue, qui est étouffante, qui fait que les entrepreneurs locaux préfèrent rester dans le formel parce qu'il y a tellement de charges, il y a tellement de réalités que ces défis combinés ensemble, et quelqu'un qui n'est pas préparé mentalement pour ça, très souvent, c'est difficile de promouvoir son activité. Donc, beaucoup de challenges qui vous empêchent généralement, entrepreneurs, d'avancer et de promouvoir vos activités entrepreneuriales. On va mettre en avant la situation économique et la situation politique du pays. Bien entendu, ce sont des choses qui ne sont pas dissociées avec la promotion de l'entrepreneuriat, parce que l'environnement économique et politique crée un climat soit favorable ou défavorable pour les entrepreneurs. Par exemple, plus tard qu'hier, j'étais en train de parler avec un collègue qui a une chocolaterie à Goma. À cause de ce qui se passe là-bas, il a du mal, il ne sait même pas sortir. Donc déjà, son activité est bloquée, tous ses collaborateurs ou employés sont, en ce moment, il faut dire, chômage forcé, et lui-même, il n'a même pas de moyens de communication parce que le réseau est brouillé, la connexion est brouillée. Du coup, il ne sait même pas promouvoir son activité. Et après, peut-être que la situation sera rétablie très prochainement. Comment est-ce qu'il va reprendre son activité parce que tout le monde ne sera peut-être pas là? Donc, l'environnement économique et politique ont un impact direct sur la promotion de l'entrepreneuriat. Mais un problème, ce qu'il y a aussi, comme tu l'as dit, les problèmes d'éducation. Et si on va plus loin, c'est les problèmes même de savoir se situer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont le goût d'entreprendre, mais ils ne savent pas dans quoi se lancer. Est-ce qu'il y a quand même ces secteurs qui sont plus prometteurs pour les entrepreneurs congolais? Oui, en tout cas, le Congo... À l'horizon 2025-2026. On a encore un champ libre, sauf ce qu'on a évoqué tout au début. Mais je peux citer 2 secteurs qui sont très prometteurs. Notamment, on a l'agroalimentaire. On a vraiment un champ très ouvert. Mais je peux souligner, par exemple, dans le secteur du numérique. Tenez par exemple ces chiffres. Rien qu'en janvier 2024, on a été... la population congolaise a été estimée, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à 103,9 millions d'habitants. Et dans le numérique, on a enregistré au moins un record de 53% des connexions. Donc, près de 51% de cette population qui a accès à Internet. Ce qui veut dire que tu as à peu près dans les 50 millions de potentiels clients dans le secteur du numérique qui peuvent voir ou accéder à ton service. Donc, il y a un potentiel énorme. D'ailleurs, les chiffres sont avancés. D'ici 2025-2026, il y aura à peu près 700 000 emplois qui seront créés grâce au numérique. Donc, on espère que l'environnement va nous permettre
de le faire. Alors, puisqu'on parle de promotion des entrepreneurs, il y a cette question de s'émanciper également à l'international. Il y a plusieurs entrepreneurs dans notre pays, surtout même avec la période Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées. Mais on a constaté que nos entrepreneurs ont du mal à se développer à l'international. Qu'est-ce qui bloque, c'est là? Personnellement, je n'ai pas encore eu le privilège d'essayer à m'externaliser à ce point à l'international. Bon, bien que je travaille localement ici avec des entreprises qui sont internationales, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a aussi l'image que nous vendons. Déjà, premièrement, c'est à deux niveaux. Premièrement, c'est au niveau global. La RDC a-t-elle vraiment cet impact entrepreneurial positif au niveau international? Donc, l'image que nous vendons, déjà, on a évoqué des situations économiques et politiques, déjà entrave la possibilité qu'un entrepreneur local puisse proposer quelque chose qui soit aussi facilement acceptable à l'international. Donc, ceux qui sont à l'extérieur du pays ont une certaine image de nous. Et même nous qui évoluons dans ces domaines du numérique, par exemple, notre pays est discriminé la plupart des fois sur des plateformes. Par exemple, pour ceux qui créent des applications mobiles, pour avoir un compte développeur, par exemple Apple, c'est extrêmement compliqué quand tu mets ta géolocalisation Congo. On ne te reconnaît pas. Tu vois. Il y a d'autres services dont on n'a pas accès parce que déjà notre géolocalisation ne nous permet pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres entrepreneurs qui exploitent cette possibilité, qui vendent une meilleure image de nous à l'extérieur. Donc là, je reste un peu dubitatif, quoi. Alors, donc, il y a beaucoup de défis. Yeah. On parle des défis d'ordre administratif, financier, mais également éducation, formation. À l'international, il y a ces problèmes d'image du pays. Et quelles sont les solutions que tu proposerais? Je pense qu'il faut travailler étroitement avec le ministre des tutelles. À mon niveau, en tant qu'entrepreneur, face à cette réalité qui fait qu'on se retrouve avec un problème de réseautage pour partager, pour faire cet échange de services, de produits, la solution, c'est d'abord commencer par améliorer en interne notre propre image, que ce soit dans la manière dont nous présentons nos produits, dans la manière dont nous vendons, dans la valeur ajoutée et dans l'organisation de nos entreprises au niveau local. Je pense que ça va être déjà un facteur sur lequel on peut se baser, la première marche. Et aussi les efforts publics qui doivent être conjugués ensemble avec les autorités. Il y a une certaine façon des spécialistes qui peuvent réfléchir également sur comment est-ce que nous pouvons améliorer cette image de marque de la RDC. Donc la responsabilité des autorités et de structures qui réunissent notamment ces entrepreneurs dont tu fais partie. Et tu es membre de l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo. Quel est le rôle de l'AFEC, par exemple, dans la promotion des entrepreneurs? Est-ce qu'il joue un rôle, l'AFEC, elle joue un rôle important? Ouais, l'AFEC joue un rôle très très important. Je dirais peut-être joue un double ou triple rôle. En amont, l'AFEC crée d'abord un cadre de réseautage excellent. C'est-à-dire qu'un entrepreneur déjà a la possibilité de proposer ses services à d'autres membres de l'AFEC. Et ça, c'est vraiment un ticket gagnant que l'AFEC offre à tous les entrepreneurs ou tout le monde qui est membre. Ça, c'est déjà très bien pour nous parce que la recherche des marchés, des opportunités d'affaires, c'est pas si simple. Après, l'AFEC joue aussi un rôle de défenseur des intérêts de ses membres. Par exemple, si récemment, on était en train de discuter sur la question de la révision du SMIC, mais c'est grâce aux efforts de structures comme l'AFEC, la Copemeco et les autres. Particulièrement, la participation de l'AFEC a fait que on puisse réviser cette loi qui allait créer de sérieuses complications au niveau de l'économie locale avec les entrepreneurs. Donc, l'AFEC joue un grand rôle pour dynamiser, pour créer un climat de confiance et de crédibilité pour les entrepreneurs et les investisseurs extérieurs.
Est-ce qu'il y a des exemples des entrepreneurs congolais membres de la FEC qui peuvent aujourd'hui être des cas de motivation? Qu'il y a une personne qui nous suit en ce moment à la maison, qui a tenté 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché, il s'est dit entrepreneuriat, bonga pour n'engater. Mais après avoir écouté ces témoignages ou ces cas de mesure, ça pourrait changer son esprit. Le premier témoin, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi-même, j'étais dans ces conditions-là. Je n'imaginais pas ce que pouvait m'apporter vraiment la FEC. Je me disais, bon, c'est un regroupement de grandes entreprises. Moi, une PME aussi jeune. Mais j'ai essayé. En tout cas, j'avoue que ce que j'ai pu retirer en termes d'expérience, de formation, parce que vous savez, la FEC organise régulièrement également des conférences, des opportunités de formation. Personnellement, j'ai stabilisé mon entreprise et ça m'a permis d'être vraiment dans un environnement où je peux dire j'étais encore incubé pour une deuxième fois en tant qu'entrepreneur. C'est ce qui m'a même poussé à développer une application mobile qui centralise l'écosystème entrepreneurial congolais autour d'un même point, autour de ton téléphone. Donc, ça j'ai appris en fréquentant la FEC, en étant à la FEC, c'est que j'ai compris comment est-ce que l'écosystème fonctionne en dehors de moi, l'individu qui me suis mis à part. Donc, c'est vraiment des opportunités inimaginables. Blaise Tchika, merci beaucoup pour tous ces exemples. On va passer à la deuxième partie de notre échange avec toi. Super. Quelques petites questions sur notre sujet également auxquelles il faudra répondre. En face de notre questionnaire du jour. 10 questions, 10 petites questions. Fast and curious. Il faudrait répondre quand même rapidement. En ayant réfléchi, bien sûr. Alors, notre première question aujourd'hui, c'est qui préfères-tu? Es-tu plutôt focus sur l'acquisition de nouveaux clients ou la fidélisation de clients existants déjà? Les deux. Non, il faut choisir. Fast and curious. C'est pas pour rien. Fidélisation, ouais. Un client satisfait va te recommander d'autres clients. Alors, quelle est ton approche préférée? Collaborer avec des influenceurs ou rester focus sur le bouche à l'oreille? Le bouche à l'oreille, je préfère parce que les influenceurs, quand tu colles ton image à un influenceur, en fait, tu lui donnes une partie du pouvoir. S'il entache cette image par sa propre réputation, c'est ton entreprise qui paye cher. Donc, je préfère le bouche à l'oreille par la satisfaction de mon client. J'espère qu'on écoute. Hein. Alors, tu préfères plutôt les contenus organiques ou les contenus boostés ou payants? C'est la publicité, bien sûr. Ouais, contenu boosté, c'est intéressant parce que ça te rapporte le plus rapidement possible à atteindre tes objectifs. Si je devais choisir entre les vidéos courtes et des articles et des blogs détaillés? Je préfère des vidéos courtes produites par de vraies personnes. Parce que à l'ère de l'intelligence artificielle, la plupart des articles de blog, etc., manquent de l'essence, de la véracité. Ce n'est qu'un enchaînement de copier-coller des différents contenus. Des textes générés par l'intelligence artificielle. Généraliste, ouais. Il y a des dégâts que vous avez vus récemment dans plein de discours. Vraiment. Alors, si on parlait de contenu, tu préfères les contenus éducatifs ou les contenus divertissants pour vendre? Il est permis de bien respirer. Contenu éducatif, ouais, je préfère bien parce que il y a quand même une certaine valeur qu'on préserve en tant que communicateur. On est tenu aussi à éduquer notre communauté.
Donc, on ne peut pas que faire de business pour divertir, bien que c'est pas interdit, mais on a une responsabilité d'éducation pour les futures générations. Tu préfères miser sur un contenu intemporel ou un contenu tendance? Intemporel. Intemporel, pas rester sur les tendances. Alors, quelle est ton approche préférée entre faire les ciblages larges ou rester sur la niche? Il faut toujours tenter de sortir de sa zone de confort, ce qui est important pour tout entrepreneur. Les challenges te rapportent plus que ce que tu fais comme d'habitude. Donc, je préfère sortir de ma zone de confort. Aller plus loin. Chercher de nouveaux clients. Ouais. Et satisfaire ceux qui sont déjà là. Mais si tu dois choisir entre l'investissement dans les digitales et dans les prints, dans les imprimés? Les digitales. Parce qu'il y a Ça coûte moins? Parce que ça coûte moins? Non. Parce qu'il y a vraiment des indicateurs de performance que tu peux analyser et concrètement, ça peut t'aider à orienter tes décisions. Bon, je sais que tu es dans la com, mais cette question, elle est quand même pertinente. Alors, tu préfères travailler avec une agence de communication, une agence de marketing ou une équipe interne? Je préfère travailler avec une agence parce que l'agence est déjà est sous l'influence de plusieurs diversités des clients, des natures de projets, des missions. Et ce qui nourrit leur créativité et les solutions qu'ils peuvent apporter seront vraiment diverses et diversifiées. Par contre, avec une équipe interne, ils sont soumis à la routine et malheureusement, la routine parfois devient contre-productive. Ok, j'espère qu'on note ces conseils. On va d'ailleurs terminer ici. On va terminer avec ces questions c'est une question très importante aussi. Qu'est-ce qui est le plus efficace, selon toi, entre les réseaux sociaux et l'email marketing? Les réseaux sociaux. Ça dépend de la cible. Je ne veux pas dire des bêtises. Ah, ok. Après avoir réfléchi, mais il faut choisir quand même. Il faut quand même choisir. Bon, après, il y a un joker pour une seule question. C'est la dernière question aussi. Ok. Donc, il est question je parlais des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ou l'email marketing? Non, je préfère les réseaux sociaux parce que on peut cibler notre communication, on peut adapter, on peut orienter, on peut recadrer. Mais par contre, dans les emails, même moi-même, j'en reçois des emails promotionnels. Quand tu regardes l'email promotionnel que tu n'en as pas besoin, je n'ai même pas envie de te répondre, je ne te réponds pas. Donc, du coup, je n'ai pas d'indicateur retour pour savoir si la personne a apprécié ou pas, à moins que je le force. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin, mais il faut vraiment qu'on en parle. On ne devait pas se louper de cette innovation. Tu vas lancer ou tu es en train de lancer une application qui devrait réunir des entrepreneurs. Ça se passe comment? Ouais, ça c'est un petit bijou, c'est mon petit bébé que je vais lancer bientôt. C'est le fruit de l'acquisition de l'expérience entrepreneuriale. Et donc, en fait, l'application s'appelle Meeteka. Meeteka comme c'est vendre. Et en anglais, c'est un jeu de mots. Meet to meet, c'est rencontre, discuter. Donc, c'est Meeteka. Donc, l'objectif, c'est de mettre sur une seule plateforme tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial congolais. De tous les secteurs. De tous les secteurs. C'est-à-dire les structures étatiques, les entrepreneurs, le potentiel client et les investisseurs. Et donc, en un seul endroit, l'entrepreneur a la possibilité, par exemple, aujourd'hui, si tu débutes, tu veux créer une entreprise, l'application te prend en charge. Après avoir rempli ta formalité, l'application te prend en charge et te propose d'autres entreprises ou d'autres structures étatiques qui peuvent t'aider à enregistrer par exemple ton entreprise. Donc selon ton profil, et ça t'oriente vers de personnes qui seraient intéressées par tes offres, par ce que tu proposes. Non, au début de la création, on te propose d'abord des structures qui t'accompagnent pour la création, par exemple pour obtenir le RCSM. Tu as besoin soit d'un expert comptable pour te rédiger ton statut, tu as besoin d'un avocat pour faire ceci, tu as besoin maintenant par exemple de passer à l'enregistrement. L'application, dès la création de ton profil, il te propose des entrepreneurs qui ont été très bien cotés ou des entreprises qui ont été très bien cotées
et tu es pris en charge. Au fur et à mesure que tu remplis les documents, au fur et à mesure, l'application te montre les prochaines étapes pour promouvoir ton entreprise. Ok, ça c'est fort. Je pense que ce serait plus pratique que LinkedIn. Je dirais qu'il faut trouver des solutions adaptées à nos réalités. LinkedIn, c'est bien, c'est à l'international, mais il n'est pas adapté, il ne te prend pas en charge à ces niveaux. Et par exemple, nous, à notre niveau, très souvent, nous avons, par exemple, en termes d'information, l'État congolais publie, grâce à ses structures, des informations entrepreneuriales. Des révisions, par exemple, de SMIC, etc., des mercuriels de prix. Où est-ce que tu les as sur LinkedIn? Nulle part. Mais notre application en temps réel, dès qu'il y a une notification en rapport avec l'entrepreneuriat, dans ta poche, comme une notification, instantanément, tu l'as et tu peux prendre des décisions favorables pour ton entreprise. Merci beaucoup, Blaise Tika. On a beaucoup aimé cet échange. On a également, je pense, beaucoup appris. Cette émission, il faut la suivre très attentivement pour noter toutes les bonnes choses qui se disent. On va s'arrêter ici avec Monsieur l'entrepreneur et continuer avec la deuxième partie avec une dame que vous allez découvrir. DRC Entrepreneur est un nouveau programme proposé par la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEC en collaboration avec la radio UFM. Cette émission se positionne comme un levier essentiel pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation au sein de la jeunesse congolaise. Prenez rendez-vous tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h05 sur la première radio urbaine de la RDC. Alors cette fois, je suis avec Laetitia Mbayo. Elle est entrepreneur. Elle évolue dans la fabrication des cure-dents. Vous avez peut-être déjà entendu parler de son nom. Nous avons le plaisir de l'avoir dans notre numéro de ce soir. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Bienvenue dans DRC Entrepreneur. Merci pour l'invitation. Alors notre sujet de ce soir, nous parlons des défis concernant la promotion des entrepreneurs locaux. D'ailleurs, tu es parmi ces entrepreneurs locaux et pas n'importe lesquels qui excellent également. C'est grâce à ta boîte DSA 43 cure-dents. Déjà pour nous dire que tu nous fabriques des cure-dents. Effectivement, donc ma boîte c'est 243 cure-dents. Du coup, je suis la première usine qui produit des cure-dents avec les bambous comme matière première en RDC. Alors, les cure-dents, oui, ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi les cure-dents? Mais est-ce qu'il t'est arrivé aussi d'avoir des défis, à te confronter à des défis concernant la promotion de ton business? Bien sûr. À la question de savoir pourquoi les cure-dents, moi je dirais d'abord pourquoi pas les cure-dents. Parce que vous savez, en tant que Congolais, il y a une chanson qui s'est chantée depuis des années, mais Mboka Mobimba, todo importa Kanyos, Naba cure-dents, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours tiqué. Mais moi je me disais que non, voilà, on n'importait pas, on fabriquait localement. C'est en menant mes investigations que je me suis rendu compte qu'effectivement on n'en produisait pas. Et je me suis dit, bon, why not? On a la matière première, et pourquoi pas ne pas se lancer. Et ça, c'est ce qui est drôle dans tout ça, c'est que tu es la première à avoir l'initiative de mettre en place une usine alors que nous utilisons tous des cure-dents. Oui, les cure-dents qu'on utilisait avant, parce que maintenant que je fournis aussi des cure-dents, étaient importés. Et actuellement, les cure-dents continuent aussi à être importés parce que la quantité que je produis là n'est pas suffisante pour satisfaire la consommation des Congolais. Pas encore suffisante, mais je pense qu'en pleine ascension. Bien sûr, bien sûr. On commence toujours par 0, et puis 0, c'est 2, et puis on monte. Ça, c'est petit à petit. Là, actuellement, nous sommes dans une production semi-industrielle. Donc, nous espérons maintenant passer le gap et aller dans la production industrielle afin de satisfaire la consommation des Kinshasa et puis après aller dans d'autres provinces. Une année déjà, depuis l'inauguration de Depuis l'inauguration, en mars, le 23 mars, ça fera une année. Une année. Oui. Bravo, ça c'est fort. Alors, on va revenir sur la question. Est-ce qu'il t'arrive aussi d'avoir des défis pour la promotion de cette marque déjà? C'est une marque. Ouais, bien sûr. Les défis, il y en a, surtout quand tes concurrents, ils sont plus grands que toi. Vous voyez, quand on commence, c'est très difficile de promouvoir les marques parce que déjà, non seulement il y a des Congolais, pas tous, qui n'ont pas la culture de consommer forcément congolais. Donc, eux, ils préfèrent prendre tout ce qui se présente peut-être en face d'eux. Peut-être ils regardent aussi le rapport qualité-prix. Donc, du coup, c'est très compliqué. Et quand vos concurrents sont des grands importateurs et c'est des multinationales carrément, donc, quand même, c'est assez compliqué parce qu'en termes de prix, vous n'aurez jamais le même prix. Donc, du coup, vous êtes obligé de travailler sur le coût
le rapport qualité-prix doit être respecté pour que le Congolais puisse consommer chez vous. Donc le plus grand défi, c'est la concurrence. Et comment tu fais pour atteindre ta clientèle, les moyens de promotion, de communication, marketing? Oui, d'abord, on fait une communication de bouche à l'oreille, premièrement, parce que parmi mes grands clients, il y a des Ngandantaba, vous voyez, Planet J, les gens qui commandent, qui font les poulets, les chèvres. Mais à part ça, il y a maintenant les gouvernements qui nous accompagnent en nous donnant accès au marché des sous-traitances. Donc, il y a aussi des cure-dents que nous livrons à l'intérieur, chez les miniers. Ok, donc, ça c'est bien. Et en termes de communication, c'est de bouche à l'oreille, c'est, on va dire, du porte-à-porte avec ces entrepreneurs, les digitales aussi. Les digitales, un tout petit peu, mais pas pour vendre, peut-être pour communiquer, pour que les gens savent que nous existons, pour communiquer peut-être à un point de vente, mais beaucoup plus c'est sur terrain, parce que mes clients à moi, c'est pas des clients qui utilisent forcément les réseaux sociaux pour commander des choses. Vous voyez, donc moi je préfère descendre sur terrain avec mon équipe. Nous avons des commerciaux dont nous les sensibilisons, et c'est à partir de cela, à partir du moment qu'ils sont sensibilisés, facilement, ils prennent la marchandise, on part de livrer chez eux directement. Alors, beaucoup de gens concentrent leurs efforts sur les digitales, les réseaux sociaux, mais concernant ton secteur et ton activité, tu penses que tous ces bruits qu'il y a sur les réseaux sociaux n'ont pas vraiment un impact sur les ventes de... Honnêtement, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un impact sur les ventes. Okay. Les réseaux sociaux, ça marche énormément. Mais le problème, c'est que ça dépend de cible. Moi, mon produit à moi n'a pas besoin d'être vulgarisé, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je ne cherche pas mes clients directement sur les réseaux des individus qui vont acheter directement chez moi. Vous voyez? Parce que si, supposons que là, je distribue chez SK a une communication sur ses produits. Et ce sont les gens qui vont suivre la communication des SK pour acheter mes produits dans le supermarché. Moi, je communique pas directement. Moi, je peux peut-être informer à mon public ou à mes clients, mes prospects que non, voilà, il y a la marchandise est disponible à tel endroit, mais pas directement vendre. Mon but, c'est pas de vendre. Mon but, c'est d'informer. Par contre, les réseaux sociaux, ça marche très bien avec les gens qui veulent vendre directement. Donc, voilà. Ça se comprend, je vois. Alors, est-ce que les politiques mises en place, les politiques publiques actuelles sont aussi suffisantes pour soutenir les entrepreneurs? Honnêtement, je ne sais pas dire si c'est suffisant ou pas, mais moi, quand même, je suis la preuve que on peut partir de nulle part et quand même bénéficier des accompagnements du gouvernement. Coup de chance. Vous voyez? Comment? Coup de chance ou... Bon, peut-être que... Ils sont nombreux qui se plaignent. Non, les gens, ils se plaignent, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres personnes comme moi qui bénéficient de la même chose, de l'accompagnement du gouvernement. Je dirais, je ne vais pas dire que leurs projets... Enfin, les projets ne sont pas assez intéressants, mais je dirais, pour moi, mon cas, je dirais que c'était l'innovation. Vous voyez, personne n'est produit des cure-dents. Et du coup, quand ils ont entendu que voilà, j'ai un projet pour mettre en place une usine de production des cure-dents, ils ont été tiqués et voilà, ils ont voulu m'accompagner dans cette démarche-là. Parce que nous sommes quand même un grand pays. On ne pouvait pas continuer à importer des cure-dents. Donc, je pense que mon projet était assez innovant pour que le gouvernement m'accompagne via le FOGEC, l'ANAPI avec l'exonération, le FOGEC avec l'accompagnement en termes de finances et aujourd'hui avec l'ARSP qui nous donne accès au marché des sous-traitances pour que nous livrons une grande partie de notre production chez les miniers. Donc, en quelque sorte, ces politiques mises en place par l'État sont quand même efficaces. Oui. Mais il faut avoir un peu d'innovation. Non, pas toujours. Je dirais que c'est souvent aussi un problème d'information. Moi, par exemple, avant que je ne commence ce projet, je ne savais pas que l'ANAPI accordait l'exonération aux entrepreneurs qui avaient un tout petit capital. Moi, je pensais que l'ANAPI, c'est uniquement pour les étrangers, pour les expatriés ou bien pour les grandes sociétés. Parfois, nous avons un problème d'information. Il y a le FOGEC qui est là. Les gens se plaignent que voilà, on n'accompagne pas, mais les gens n'approchent pas les institutions, on n'approche pas l'ANADEC pour se former, pour mettre en place un business plan, par exemple. Tu peux pas te plaindre que le gouvernement ne t'accompagne pas, mais en même temps, tu sais pas faire un business plan ou tu n'as pas de business plan. Vous voyez, il faut commencer quelque part. Je suis pas là pour défendre le gouvernement, mais je suis juste là pour nous encourager à nous informer par rapport aux choses et aux avantages que le gouvernement
essaye de mettre en place pour que nous puissions évoluer. Parmi ces avantages, il y a le FOGEC, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ANADEC d'abord avec la formation, le FOGEC le financement, avec l'ANAPI, il y a la possibilité d'avoir l'exonération pour importer les machines sans pour autant payer la douane. Il y a l'ARESP aujourd'hui qui donne des marchés aux entrepreneurs. Voilà, je dirais qu'il y a quand même des efforts et quand il y a des efforts, il faut aussi le dire. Il y a des efforts, mais tu l'as dit, les gens n'approchent pas toutes ces structures de l'État. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une certaine méfiance ? Comment ces entrepreneurs perçoivent-ils ces structures d'appui de l'État ? Honnêtement, je ne dirais pas qu'il y a une méfiance. Les structures qui accompagnent les entrepreneurs aussi ne communiquent pas assez. Vous voyez, ils ne communiquent pas assez, donc il y a des entrepreneurs qui ne savent pas. Mais quand on est entrepreneur, on est dans une phase où on est en train de chercher des opportunités. Et quand on cherche des opportunités, on va toquer les portes. Vous voyez, on ne peut pas chercher les opportunités, on est là assis tranquillement sans rien faire. On doit aller à la quête des informations. Certes, il y a les accompagnateurs, le gouvernement, il y a aussi leur part de responsabilité parce qu'ils ne communiquent pas assez. Mais c'est aussi à nous, entrepreneurs, de vulgariser les informations, les entrepreneurs qui bénéficient déjà des avantages et aussi aux entrepreneurs qui ne bénéficient pas encore des avantages, de s'approcher peut-être des gens qui le font déjà ou voilà. N'est-ce pas parce que tu te retrouves aujourd'hui à la FEC que tu as réussi par exemple, là, je suis à la FEC et à la FEC, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. On nous fait de mails. Il y a souvent des rencontres qui sont organisées avec des grandes sociétés. Si vous êtes à la FEC, facilement, vous pouvez, si vous cherchez, par exemple, je vais citer exemple le DG de Bras-Congo, il y a un marché sur ça et ça. À partir de la FEC, on peut carrément vous mettre en lien avec le DG de Bras-Congo, vous présenter votre projet et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de grandes sociétés comme ça qui sont affiliées à la FEC, des grandes sociétés et des micro-sociétés comme nous qui venons de commencer. Et voilà, la FEC nous ouvre les portes. Donc voilà, je profite pour l'occasion d'ailleurs pour inviter les gens à venir carrément à la FEC, devenez membre à la FEC. Je pense que ça va aussi vous aider à développer votre projet. Alors, tu n'es pas qu'un simple membre à la FEC, tu as également une responsabilité. Exactement. Tu peux nous l'expliquer ? Exactement. Je suis vice-présidente des relations interprovinciales avec les autres entrepreneurs des provinces. Ok, donc créer les liens entre la capitale et le province. Entre les entrepreneurs dans les provinces et Kinshasa. Et à part ça, je suis aussi présidente du comité. Je suis présidente du comité local Content. Donc avec le comité local Content, justement, nous faisons la promotion des produits Made in Congo. Donc, tous les produits des entrepreneurs affiliés à la FEC, nous faisons la promotion. Voilà, nous cherchons des marchés, des connexions pour que tout le monde commence à vendre ses produits. Ça, c'est fort. Bravo pour toutes ces prouesses, surtout ces liens avec le province. Il y a beaucoup qui se plaignent également en province. Non, je suis en Bujimaï, je suis à Kindu, je suis à Bandundu. Je n'arrive pas à bénéficier de financement ou des appuis, en tout cas de l'État. Je pense que le travail s'est fait. Alors, est-ce que tu peux nous faire un schéma concret, clair, de comment tu as réussi à faire développer ton entreprise? C'est une partie très importante de cette émission. Beaucoup de gens nous suivent pour apprendre et pour découvrir et s'en inspirer. Ok. Le schéma, il est très simple. J'ai d'abord commencé par m'informer, l'information. Je ne savais pas pour moi, il y avait des cure-dents qui se produisaient déjà ici à Kinshasa. Pourtant, il n'y en avait pas. J'ai commencé par l'information. Après l'information, il y a la formation. À part la formation, il passe maintenant l'étape de mise en place du projet. Business plan. Après avoir finalisé le business plan, c'est là maintenant qu'on recherche maintenant de partenaires financiers ou bien l'accompagnement du gouvernement. Et après l'accompagnement, voilà, il est fort possible pour vous de mettre en place un projet, de partir de l'idée en fait à la création de l'entreprise. Et voilà. C'est la seconde partie avec Laetitia Mbayo, entrepreneur. Laetitia, on va commencer avec le jeu questionnaire. Donc, je te pose quelques questions sur ton business de cure-dents, mais des questions un peu plus fun. La première question, 3 assertions. Quel est le plus grand défi quand on fabrique les cure-dents? Première assertion, c'est de trouver les bons bois.
Toi d'ailleurs, c'est avec les bambous que tu fabriques tes cure-dents. Deuxième assertion, empêcher les insectes à les ravager. Troisième assertion, convaincre les gens qu'ils ne sont pas juste pour les ongles. Quel est le plus grand défi? Je pense que la difficulté, c'est trouver la bonne qualité d'abord des bambous, parce que c'est les bambous que nous utilisons comme matière première. C'est ça la réponse, en fait. Trouver la bonne qualité. C'est facile de le mettre à l'abri des insectes. Pas facile. Mais la première étape, c'est d'abord trouver la bonne qualité. Deuxième question. Si tu pouvais choisir un parfum pour tes cure-dents, lesquels seraient-ce? Alors, on a 3 assertions également. Menthe fraîche, fromage grillé, l'eau de citron. Menthe fraîche. Troisième question. Le nom du super-héros qui serait le plus utile pour toi dans la fabrication de cure-dents? C'est moi-même. Alors, que choisirais-tu comme nom de marque de cure-dents? Si ta boîte, bien sûr, ne s'appelait pas Dessa 43 cure-dents. On a 3 assertions. Dents nettes, mâchoire magique, les petits bois. Je venais de dire dents nettes, mâchoire magique et les petits bois. Mais bon, comme avec toi, c'est de bambou, les petits bambous. On est obligé de choisir? Ouais. Le jeu, c'est entre les 3. Ok, d'accord. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Dents nettes, donc la dent nette, la mâchoire magique ou les petits bois. Les petits bambous. Les petits bambous, je trouve ça mignon. Si tu pouvais utiliser un cure-dent dans une situation inattendue, ce serait? Ce serait de faire mes cheveux. C'est déjà arrivé? Oui. Quelle serait la devise idéale de ton entreprise de cure-dents? Première assertion, entre les dents, style. Deuxième assertion, un cure-dent, un sourire. Et enfin, troisième assertion, cure-dent aujourd'hui, ami pour la vie. Un cure-dent, un sourire. Si tes cure-dents pouvaient parler, quelle serait la phrase? Quelle serait leur phrase préférée? Si tes cure-dents pouvaient parler, quelle serait leur phrase préférée? Manger. Manger. Oui. Manger et sourire. Quel animal serait le meilleur ambassadeur pour ta marque de cure-dents? Bon, je vais proposer les assertions. Première assertion, un éléphant, parce qu'il a une grande bouche à nettoyer. Deuxième assertion, une chauve-souris, parce que ça vit dans le bois, bon, même si des 53 cure-dents, c'est avec le bambou. Et troisième assertion, un perroquet, pour répéter cure-dent à chaque fois. Je dirais un perroquet. Un perroquet. Au moins, le perroquet va m'aider à sensibiliser les Congolais à acheter mes cure-dents. Alors, si tu devais organiser une compétition de cure-dents, quels seraient les défis principaux? Ah là là. Alors, premier défi, trouver la bonne qualité des bambous. Deuxième défi, le conserver pour qu'il n'y ait pas d'insectes. Alors, pour terminer, comment imagines-tu les cure-dents dans 100 ans? Alors, je vais t'aider avec 3 assertions également. Assertion A, les cure-dents biodégradables. Deuxième assertion, des cure-dents invisibles mais efficaces. Et la toute dernière, des cure-dents connectés via Bluetooth pour des conseils en temps réel. Alors, je dirais des cure-dents biodégradables, hein, parce qu'on est pour l'environnement. Hein. Merci Laetitia, c'était un plaisir de te recevoir dans DRC Entrepreneur. Notre émission de ce soir se termine par ici. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro mensuel.